Bienvenue à tous. Le statut des autorités traditionnelles a fait hier l'objet d'un débat en plénière au Sénat. Après la présentation du rapport de la Commission politique, administrative et juridique, il est question de voter des lois destinées à régir le statut des chefs traditionnels. La Chambre haute du Parlement avait consacré la plénière de ce lundi à l'audition du rapport de la Commission PAJ sur le projet de loi portant statut du chef coutumier en République démocratique du Congo. Un projet de loi qui prend en compte les valeurs traditionnelles immuables et saines dans une société fondée sur le droit écrit, la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Le texte apporte plusieurs innovations, entre autres, il réaffirme l'implication du chef coutumier dans la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Cependant, ce projet de loi ne convainc pas tous les sénateurs qui réclament beaucoup plus de pouvoir aux chefs traditionnels. Cette loi n'apporte rien de nouveau, c'est une loi qui est répressive, qui n'apporte aucune innovation. Cette loi s'est contentée simplement de reprendre ce qui a été proposé par le gouvernement, avec donc dans ses dispositions répressives, si vous voyez, sanctions disciplinaires, ainsi de suite. Je crois que ça ne va pas arranger les choses. Les chefs coutumiers présents dans la salle partagent la même idée. Toutes les revendications de chefs coutumiers continuent de trouver une contrainte, c'est la Constitution. Je prendrai le cas de la loi Bakadjika qui est de 66, alors que toutes les révisions constitutionnelles, à prendre même la loi fondamentale aujourd'hui, est de 2006. On n'a pas tenu compte des revendications qui ont toujours préoccupé le chef coutumier. Et si cela est le cas, alors nous allons tout simplement demander la révision constitutionnelle. La commission PAJ du Sénat a une semaine pour recevoir les amendements des élus et présenter un texte adapté en plénière. Du législatif à l'exécutif, la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement a relevé hier un ralentissement de la croissance économique mondiale qui se situe aux alentours de 3,5%, ainsi que la baisse des prix de matières premières et des biens de première nécessité tels que le confirme le ministre de l'économie nationale, Bahati Lukwebo. La croissance économique a été confirmée, comme vous le savez, à 9,5%. Pour l'exercice 2014 et notre projection d'ici décembre est d'atteindre 10,4%, donc deux chiffres, ce qui sera quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le cours du cuivre a baissé de 2%. Il se situe à 5 990 $ la tonne contre 6 050 la semaine d'avant. Pour ce qui est du cobalt, là il y a une hausse de 28 334 $ la tonne à 30 715 $ la tonne. Pour ce qui est des prix des céréales, le riz a connu une baisse se situant à 9,97 $ la tonne. Le blé également a connu une baisse et s'est échangé à 494 $ la tonne, tandis que le maïs a connu également aussi une baisse à 138, alors qu'il était à 140 la semaine d'avant. La semaine qui s'est écoulée, le dollar américain s'est échangé à 924 francs congolais au marché interbancaire, donc au marché officiel, tandis qu'au marché parallèle, comme nous le disons, le marché noir, c'était à 931 francs congolais le dollar américain. Autre chose, certains partis et regroupements politiques de l'opposition viennent de décider de suspendre leur participation au processus électoral. Ils accusent la Commission électorale nationale indépendante de faire sourd l'oreille à leur préalable. Plus question pour l'UNC, le MLC et les libéraux de déposer les listes de leurs candidats au provincial. Ces images ont été prises le 15 avril dernier. Pendant infecté alors quelques bureaux de la CENI ouverts pour les dépôts des candidatures au provincial. Voilà que moins d'une semaine après, certains partis et regroupements de l'opposition viennent de monter au créneau. À travers une déclaration lue lundi, ils ont décidé de suspendre leur participation au processus électoral. Acte 1, pas question pour cette frange de l'opposition, composée de l'UNC, du MLC, des libéraux, de déposer les listes des candidats au provincial.
La décision est connue. La démarche de l'opposition est connue. Nous sommes allés à la CENI pour démontrer que le calendrier de la CENI ne tiendra pas la route. Et que la CENI elle-même avait élevé 23 contraintes. Il y en a, c'est les contraintes internes et externes. Au jour où nous ne sommes pas si la CENI a déjà rempli une seule de ces contraintes. Et vous savez que la CENI a programmé des opérations qui auraient dû se faire avant le dépôt des candidatures, tel l'audit du fichier électoral. Les élections, l'essentiel, c'est le fichier électoral. C'est là où se passe la fraude. Nous voudrions que ces fichiers corrompus soient nettoyés. Il y a des doublons, il y a des oublis, il y a des morts, il y a des nouveaux majeurs, soit 6 millions, 7 millions. Et toutes ces questions ne sont pas réglées et nous ne pensons pas participer à un tel exercice. Sinon, nous-mêmes, nous cautionnons la fraude parce qu'elle est visible. Cette question des nouveaux majeurs avait déjà été évoquée par le rapporteur de la CENI. Nous avons été plus que clairs, à notre sens, autour de cette question qui revient à toutes les réunions que nous tenons ici comme en province, les problèmes que nous appelons nouveaux majeurs, c'est-à-dire les jeunes qui ont eu l'âge de 18 ans après la clôture de la dernière période d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette loi-là a défini les conditions de ceux qui peuvent être enrôlés et qui peuvent participer aux élections. À cette condition, il était dit qu'il fallait avoir 18 ans. Et je précise, la loi dit 18 ans à la date de clôture de l'opération. Pour les fichiers que nous avons actuellement, la date de clôture est le 17 juillet 2011. Et c'est sur base de ce fichier qui a été constitué avec comme date de majorité arrêtée au 17 juillet qu'on a fait la répartition des sièges pour les députés nationaux qui siègent actuellement. C'est avec ce fichier-là de 32 24 640 électeurs que nous avons fait les élections du président de la République qui est opérationnel. C'est avec le même fichier qu'on a fait la répartition des sièges pour les députés provinciaux que nous allons élire. Ces opposants attendent d'être reçus par cette institution d'appui à la démocratie pour dissiper les malentendus. Tiraillement autour des inhumations collectives, 188 autres indigents ont été enterrés hier à Maluku en présence, cette fois-ci, de la presse afin d'éviter toute spéculation du genre de ce qu'on a vécu dernièrement. Désormais, espère-t-on, tout se passera ainsi. 88 corps, dont 103 morts-nés, 85 adultes, constitués des personnes non identifiées, des corps abandonnés et des indigents. Dimanche soir, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa était à la morgue centrale pour se rendre compte des préparatifs de ces inhumations. Comme l'inhumation de ces 421 corps a suscité des remous dans le pays, dans la ville, sur le plan même international, nous avons décidé, j'ai décidé que je vais suivre maintenant de très près tout ce qui se passe par rapport à ces indigents, à ces morts-nés. C'est pourquoi je dis personnellement, je vais superviser cette inhumation. Et on a fait des reproches par rapport au processus utilisé pour enterrer ces indigents. J'ai promis à la population quinoise, parce que pour moi, ce sont des Quinois. J'ai promis à la population quinoise, nous allons faire cette inhumation avec la dignité, toute la dignité qu'il faut que nous donnons à nos morts. Sur place, au cimetière Fula dans la commune de Maluku, à quelques mètres seulement de la tombe commune qui a fait couler encre et salive, ces corps sans vie trouvent leur dernière demeure. Nous sommes là pour assister à l'enterrement de nos frères et sœurs, ainsi que nos enfants. En tant que préposé de la population de la commune de Maluku, il n'y a aucun problème pour cet enterrement dans notre commune. Une première pour la ville-province de Kinshasa,
La médiatisation de l'inhumation collective s'est voulu être un geste de transparence. L'économie se ressent notamment par la mobilité grâce aux moyens de transport. La Société congolaise des transports et ports a célébré hier ses 80 ans d'existence sous le signe de l'engagement du nouveau comité de gestion d'œuvrer à la satisfaction du pays. Otraco, l'une des grandes entreprises du pays, elle a même propulsé plusieurs cadres congolais. D'ailleurs, en échangeant avec l'un de nos aînés dans la direction de cette société, Papa Lukusa, nous avons appris qu'à l'époque, des DG Otraco étaient considérés au même niveau que le gouverneur de la ville. Cela prouve à suffisance combien Otraco était d'une grande importance pour la RDC. Et sachez que nous n'allons pas tomber en faillite. Nous n'allons pas tomber du tout. C'est une fierté pour nous de vous voir. Nous demeurons unis en cas de problème. Nous devons apprendre à échanger comme des frères d'une seule et même famille. Nous ne voulons pas surtout voir quelqu'un mourir ni déserter. Quelle que soit la nature du problème qu'on peut connaître, les dialogues doivent constituer notre seule issue. Tolingi bomoko ezala, tolingi lisanga ezala. Soki likambo ezali, ata soki eza makasi ndenge nini, tofandela yango. Ata soki tokoko fanda ti 5 heures du matin, tozo solola, tofandi tosololi. L'ex-ONATRA gère les transports fluvial et ferrés alors que la voie routière est de notre ressort. Et à ce propos, les travaux de réhabilitation du boulevard Sendoué avancent normalement, comme s'en est rendu compte hier le ministre des Infrastructures et Travaux Publics avant de descendre sur la route nationale numéro 1 à Lancelé où va s'ouvrir un autre chantier. Élisée Bilonda. C'est une étape importante qu'a franchi le chantier du boulevard Sendoué. Au 3e jour de l'intervention, l'Office de voirie et drainage a fini de placer des barbacanes qui pompent les eaux vers les caniveaux et même remblayer toute la fosse qui a été creusée pour le sondage. Benjamin Wenga, qui a accueilli et donné des détails au ministre Fridolin Kaswichi, explique. Lorsque nous avons décaissé, nous avons constaté qu'il y avait un écoulement permanent d'eau, probablement de l'eau de la régie des eaux. Nous avons résolu de capter cet écoulement-là. Ça a été capté, acheminé à l'extérieur de la structure de la chaussée, jusque dans les caniveaux, à travers les barbacanes que vous avez vus. Et nous avons procédé immédiatement au rechargement des différentes couches. Après, nous avons commencé un rechargement en matériaux 0,80 pour la fondation. Ce que vous voyez là, c'est de la fondation. On est en train d'arroser et de compacter. Lorsqu'on finit d'arroser et de compacter la fondation, on va recharger la couche de base. Dès qu'on pose la couche de base, nous allons ouvrir l'axe à la circulation pour assurer l'autocompactage par le trafic. Et après avoir ouvert l'axe à la circulation dans cette bande ici, nous allons traverser de l'autre côté pour creuser, faire la même chose. Et dès qu'on va finir de faire la même chose de l'autre côté, on va programmer une journée creuse où on va poser les goudrons, les enrober pour définitivement partir d'ici. Sur la route nationale numéro 1 vers Ncélé, le ministre s'est inquiété au sujet d'un important dépôt de sable sur la chaussée. La solution ici, ce sera de planter de la végétation sur les bords afin de fixer le sol. Et sur l'avenue Njoku, un besoin urgent de poursuivre les travaux se fait sentir face aux multiples ravinements qui se constatent sur la partie non encore revêtue de la chaussée. Des bruits de bottes se font entendre dans le parc des Virunga en territoire de Nyiragongo à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. La société civile de ce coin du pays dénonce la présence des militaires rwandais depuis le 19 avril dernier sur le sol congolais. Ils s'occuperaient déjà certains villages frontaliers avec le Rwanda. La frontière congolo-rwandaise au niveau de Kibumba était sous contrôle des éléments commando. C'est après leur départ qu'il y a eu un mouvement de militaires rwandais qui se sont infiltrés vers le Mohehu en passant par la localité de Bushama pour pénétrer le parc national de Virunga juste dans la nuit du 18 au 19 environ de 23h à 2h du matin. Ils sont identifiables parce que nos sources nous rassurent que le mouvement a été bien identifié par la population de Kibumba et aux environs
Ils ont passé par ces localités ces localités précitées pour pénétrer dans des directions du parc national de Virunga. Et les uns se sont dirigés vers l'antenne Tigo, c'est entre Kirimanyoka et Kibumba. Et les autres se sont dirigés dans le parc juste à l'entrée du marché de Ruhunda.